Bonjour à toutes et à tous. Le Maroc vient d'être classé 3e meilleure destination pour les affaires en Afrique et 62e au monde par le prestigieux magazine américain Forbes. Quels sont les aspects où le Maroc se distingue et où fait-il défaut pour attirer de nouveaux investisseurs? Et quel est le réel impact de ces classements comme celui de Forbes sur l'attractivité d'un pays? Élément de réponse en compagnie de Yasser Semsamani, économiste et chercheur affilié à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Yasser Semsamani, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Alors tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous la méthodologie de ce classement dont les résultats, on le rappelle, repose sur des données fournies par plusieurs institutions internationales, pour ne citer que la Banque mondiale, le World Economic Forum ou encore l'indice de la liberté économique. Finalement, quel est l'apport du magazine ? Écoutez, je vois que, en fait, comme tout indicateur, le chiffre qui ressort de ce classement, c'est un indicateur synthétique. Et comme tout indicateur synthétique, c'est composé de plusieurs indices, donc de sous-indicateurs, qui, moyennant certaines pondérations, nous donnent un indicateur global de classement. Bon, pour celui-là, pour Forbes, il n'y a pas vraiment d'apport. Et d'abord, la documentation, elle est quasi inexistante. Et il se base sur des indicateurs qui sont déjà établis par ailleurs, dans la solidité de l'information et les enquêtes sur lesquelles se basent ces indicateurs qui sont des inputs pour l'indicateur Forbes, il est sujet de questions. Il est sujet à... Donc voilà. Donc moi, je ne vois pas vraiment d'apport de cet indicateur. Certes, bon, une petite amélioration par-ci, par-là de ce type d'indicateur, ça améliore l'image du pays, mais par rapport à la question du fond que vous venez d'évoquer, est-ce que ça permet d'attirer, les investisseurs étrangers, bon, et alors, justement, je venais à cette question. Est-ce que ça permet, quel est l'impact? Est-ce que finalement, ces classements-là aident les investisseurs à choisir leur destination pour investir? Depuis 30 ans, on sait que les capitaux étrangers, les investisseurs à l'échelle internationale, ils ont un comportement procyclique, c'est-à-dire qu'ils vont là où il y a de la croissance. Donc il est beau d'embellir l'image, mais à défaut d'avoir une croissance soutenue dans le temps et solide, on ne pourrait pas attirer assez d'investisseurs étrangers. Depuis 2012, oui. On est en train d'avoir comme objectif principal de réduire le déficit. On sait aujourd'hui que le déficit, avec un output gap qui est fermé, c'est-à-dire que la production effective elle est à son niveau potentiel, tout le déficit, c'est un déficit structurel. Et du coup, toute réduction, toute recherche, toute quête de réduction, de baisse de ce déficit, ça se traduit par une réduction de dépenses. Et du coup, on a une telle politique qui est poursuivie depuis 2012, et là, on table encore à réduire, bien à la marge pour 2019, le déficit budgétaire, et du coup, la politique, on a une croissance atteinte, et la réaction, bizarrement, contre-intuitivement du gouvernement, c'est de mener une politique restrictive, je veux bien dire politique budgétaire. Restrictive. Alors, vous avez évoqué cet aspect de croissance. Également, au top de l'actualité économique de notre pays cette semaine, il y a ces prévisions de la Banque mondiale qui revoit à la hausse, légèrement, ses prévisions de croissance pour l'année, enfin plutôt ses estimations de croissance pour l'année 2018, autour de 3,2%, et une projection sur 2019 autour de 2,9%. Alors, comparé à des croissances africaines largement supérieures, est-ce qu'on peut dire que cela est positif, même si on a revu à la hausse? Écoutez, on a revu à la hausse, et la raison elle est claire, c'est une bonne année agricole. Est-ce que c'est positif par rapport à la région? Est-ce que c'est positif par rapport aux émergents? Non, les émergents font 4,5 aujourd'hui. En fait, à l'échelle internationale, les pays émergents font un taux de croissance de 4,5 qui est jugé faible. Au Maroc, qui fait 3, autour de 3 ou 2,9, c'est extrêmement un taux de croissance qui est faible et qui ne permet pas de faire baisser le taux de chômage. Pour faire baisser le taux de chômage, il faut au moins un point de croissance supérieur à 3. C'est-à-dire, à 3, on est là, on est en train d'absorber l'augmentation de la productivité et l'augmentation des nouveaux arrivés sur le marché de travail. Mais si on veut réellement baisser le chômage, il faut aller au-delà de 3.
Et donc, il faut chercher les 4, les 5 et les 6. Des choses qui sont possibles. On ne parle pas ici dans... En attirant de nouveaux IDE, peut-être? Non, justement, cette stratégie a montré ses limites. Cette croissance, cette politique de croissance extravertie a bien montré ses limites. Maintenant, justement, il faut penser à une stratégie alternative, tournée vers l'investissement public, mais un investissement public utile, bien réfléchi, choisi selon des critères de cohérence, d'efficacité et d'efficience, bien établis à l'avance. Oui, qui doit faire ça? Je crois, ça devrait faire sujet d'un débat national. Ça ne se fait pas aujourd'hui, à votre sens. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pense pas très bien l'investissement public? Bien sûr, je réduis ma question, peut-être que je la simplifie au maximum, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne tient pas en compte ces éléments-là que vous venez de citer? Je ne crois pas. On a un déficit au niveau de l'investissement public, au niveau quantitatif et qualitatif. Au niveau quantitatif, l'intensité capitalistique du Maroc est bien plus faible que ce qui est prévaut. En fait, si on veut la comparer à ce qu'on trouve en Afrique du Sud ou en Corée du Sud. Ils sont en Corée du Sud, c'est 6 fois plus qu'au Maroc. En Afrique du Sud, c'est presque 1,5 ou 2 fois supérieur au niveau de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire le stock de capital par actif. Je voudrais juste terminer avec cette question brièvement. Il y a cet indice du Doing Business, mais en même temps, où le Maroc se distingue, et cet autre indice du développement humain. Alors, là, il y a une grande contradiction, Yasser Temsamani. Justement, c'est le propre de ce type d'indice. Sur un, on est surperformant, on gagne 60 places au bout de 8 ans, 9 ans, et sur l'autre, on fait du surplace. On est à la 123e place, et on y reste depuis une dizaine d'années. Et donc, pour moi, l'IDH, l'indicateur de développement humain, c'est beaucoup plus important parce qu'il contient un élément qui renvoie à la santé, un deuxième élément qui renvoie à l'éducation et puis un dernier élément qui renvoie à la création de la richesse au niveau de la nation. Mais là, on fait du surplace. Et ce qui tire justement cette inertie, il est dû, dans le cas du Maroc, notamment au secteur scolaire. On a un nombre moyen de scolarité qui est le plus bas de la région, qui est autour de 5,5 d'années de scolarité par enfant scolarisé, alors qu'on peut trouver 7 ou 8 en Tunisie, et encore beaucoup plus en Algérie. Très bien. Alors, Yasser Temsamani, le temps de cet entretien s'est écoulé. Merci beaucoup de vos éclairages, en tout cas, sur cette question des indices de développement humain et de Doing Business. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.